messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la Cour suprême qui rejette la demande de renvoi des avocats de Khalifa Sall. La chambre criminelle de la Cour estime n'avoir reçu que 7 et non 13 comme annoncé par les conseils de l'ex-maire de Dakar. La prouesse de l'équipe médicale de l'hôpital Albert Royer, les professeurs Gabriel Ngom et Marine Ndoye ont réussi à séparer des jumelles siamoises avec succès. À suivre tout à l'heure dans cette édition. Mouvement d'humeur des agents de l'hôpital de Pikine affiliés au SAS. Ils ont marqué ce matin un arrêt de travail de 9h à 12h. Ils réclament entre autres l'augmentation de la subvention de l'hôpital. Et puis au lycée Médina Wandifa, les crises d'hystérie des filles perturbent le bon déroulement des cours. Les autorités de la ville font part de leur impuissance face à ce phénomène. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'autoroute Ila Touba a été inaugurée ce jeudi par le président de la République Macky Sall à la tête d'une forte délégation gouvernementale. D'autres mesures ont été prises, notamment la baisse du tarif du péage et des chantiers annoncés. Nous sommes en ligne avec Babacar Diouf. Babacar Diouf, bonsoir. Babacar Diouf, bonsoir. Babacar Diouf, que nous n'arrivons pas à joindre. Certainement, nous y reviendrons dans quelques instants. La suite de cette édition avec la Cour suprême qui a rejeté ce matin la demande de renvoi introduite par les avocats de Khalifa Sall. La raison, la chambre criminelle de la Cour a estimé n'avoir reçu que 7 pourvois et non 13 comme annoncé par les conseils de l'ex-maire de Dakar. Une décision jugée logique par les avocats de l'État. Mais pour les conseils de Khalifa Sall, la Cour devait tenir compte de leur requête. Al-Hassan Ba, Papsangone Mbaye. 2 requêtes introduites par les avocats de Khalifa Sall dès l'ouverture de l'audience. Une demande de jonction de tous les recours et une demande de renvoi. Le président de la chambre criminelle de la Cour suprême a finalement accepté de joindre les recours de Khalifa Sall, mais a refusé un renvoi. Si chacune des parties fait un pourvoi, en fait, portant sur le même arrêt, pour une bonne administration de la justice, la Cour a estimé devoir joindre ces pourvois, ce qui est tout à fait logique et normal. Mais par contre, pour ce qui concerne la demande de renvoi, la Cour a rejeté cette demande-là parce que la Cour estime qu'elle n'est pas saisie des pourvois dont il s'agit, c'est-à-dire les pourvois qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la Cour suprême. Donc la Cour a estimé que ces pourvois invoqués ne sont pas encore arrivés au niveau de la Cour suprême. Donc la Cour ne peut pas renvoyer un dossier pour des pourvois qui ne sont même pas encore arrivés. Les demandes de renvoi étaient fondées sur l'absence de mise en état des procédures de Khalifa Babacar Sall. Il avait intenté en tout 13 pourvois en cassation et on a programmé que 7 pourvois en cassation. Et les autres n'ont pas été enrôlés. Nous avions pensé que peut-être que c'était simplement quelque chose qui leur avait échappé et nous avions pris donc la précaution de leur adresser en fait une correspondance listant les recours, montrant les actes qui ont été régulièrement faits et déposés et reconnus puisque enregistrés au niveau de la Cour suprême. La Cour peut juger cette affaire aujourd'hui ou bien mettre un délibéré à une autre date. Mais l'avocat de Khalifa Sall se dit confiant du travail fourni et demande à la Cour de dire le droit. Notez que le soutien de Khalifa Sall ont très tôt envahi les locaux de la Cour suprême.
Maître Baboucar Cissé répond à ceux qui parlent d'accélération dans la tenue du procès de Khalifa Sall. Selon l'avocat de l'État, la Cour n'a fait que respecter la nouvelle loi organique de 2017 sur la Cour suprême et cette dernière stipule que si les délais ont expiré, l'audience doit être fixée. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Vous savez, la nouvelle loi organique sur la Cour suprême, qui est la loi de 2017, est assez claire. Lorsque les recours sont déposés, lorsque les parties ont échangé des mémoires et lorsque les délais sont expirés, la Cour doit fixer une audience. Parce que maintenant, on va rapidement maintenant. Parce qu'avant, à l'époque, c'est vrai, avant la Cour suprême, les dossiers traînaient au niveau de la Cour suprême. Mais avec la nouvelle loi, les dossiers maintenant vont vite. La Cour fixe l'audience. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a aucune précipitation à ce niveau-là. Il n'y a aucune précipitation. Parce que c'est prévu par la loi. Il n'y a aucune précipitation. Peut-être que Khalifa a eu le malheur de tomber sous le coup de la loi de 2017. La loi de 2017 dit que lorsque les délais sont expirés, la Cour doit fixer une audience. Mais la Cour n'a fait qu'appliquer sa propre loi. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait dire qu'il y a une précipitation. Nous retournons à Touba pour y retrouver Babacar Diouf. Babacar, bonsoir. Bonsoir. Alors, Babacar Diouf, le chef de l'État, a inauguré cet après-midi l'autoroute Ila-Touba. Vous l'avez dit, le ruban a été coupé par le président de la République Macky Sall et le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. C'était en présence de l'ambassadeur de Chine au Sénégal qui, avec une forte délégation, les autorités ont procédé à l'inauguration de cette autoroute longue de 115 km qui relie la ville de Dakar à la ville de Touba. Aujourd'hui, plus question de faire plus de temps pour rallier les deux villes, la ville sainte et la capitale du Sénégal. Le président l'a dit lors de son speech, mais aussi il est revenu sur beaucoup de projets pour la ville sainte, la construction d'un parc industriel à Touba, les infrastructures routières qu'il va continuer à faire au niveau de la ville sainte. Autant de projets qui ont ravi les populations de Touba qui étaient venues en masse accompagner le khalife général et le président de la République pour l'inauguration de cette autoroute qui vient à l'instant d'être inaugurée et qui sera ouverte au public. Mais la gestion de cette autoroute, il faut le dire, sera confiée à l'entreprise chinoise, la Chinese Road Building Corporation, CRBC en acronyme, qui a construit cette autoroute en attendant de voir des repreneurs qui vont prendre en charge la gestion de cette autoroute. Mais ce qu'il faudra aussi dire, c'est que le président a annoncé que les prix du péage seront réduits et à ce niveau aussi, le président a annoncé qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de voir comment réduire le prix du péage qui s'est levé, disait-on, à 5 000 francs. Mais ils vont procéder à la réduction pour l'amener à 3 000, une chose que les populations de Touba ont appréciée. Et tout ce qui était venu à l'inauguration de cette infrastructure qui a coûté plus de 415 milliards à l'État du Sénégal. Merci à vous, Babacar Diouf. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette très bonne nouvelle en provenance de l'hôpital Albert Royer de Dakar. Des jumelles siamoises séparées avec succès grâce à une équipe de spécialistes sénégalais dirigée par les professeurs Gabriel Ngom et Marine Doy. Un exploit médical qui n'a pas été de tout repos selon les spécialistes qui ont été confrontés à des contraintes au cours de l'intervention chirurgicale, une intervention totalement prise en charge par l'hôpital Albert Royer qui en est à sa première expérience. Koumba Amadlo. Ils étaient liés l'une à l'autre par un organe sensible, extrêmement sensible, le foie. Désormais, ces bébés siamois pourront vivre leur vie en toute indépendance grâce à la dextérité des chirurgiens de l'hôpital d'enfants Albert Royer qui ont réussi avec succès à les séparer. Ces jumelles donc sont unies par le thorax et par le ventre jusqu'au niveau du nombril. Alors quand ils sont arrivés dans la structure, elles avaient un poids global de 5 kg et il a fallu les élever un peu pour aboutir à un poids beaucoup plus consistant afin de les séparer sans problème. Donc ces jumelles ont été opérées hier à un âge de 48 jours avec 7,2 kg. Donc ils ont gagné 2,2 kg depuis leur arrivée. Bien sûr, pour les opérer, il a fallu une stratégie préopératoire avant l'intervention.
Et cette stratégie a permis de planifier tranquillement l'intervention chirurgicale. 6 heures d'intervention chirurgicale, des contraintes de dernière minute qui ont abouti à un exploit médical. Ça n'a pas été simple, surtout qu'on a eu une découverte de taille, la partie thoracique, l'étape thoracique de cette intervention qui n'était presque pas attendue et qui était d'ailleurs la partie la plus lourde. Donc en plus d'une chirurgie abdominale haute qui concernait un organe noble qu'est le foie, donc on était obligé de prendre en charge aussi cette phase thoracique. Et on sait qu'une chirurgie thoracique est une chirurgie délicate avec des conséquences lourdes. Une intervention totalement prise en charge par les services sociaux de l'hôpital Albert Royer. Il fut un stress social. Donc nous sommes en train de suivre le dossier, mais les enfants ne vont pas payer. Nous avons essayé de chercher de l'équipement, un accompagnement par des partenaires, mais sur le plan financier, les parents n'ont pas payé. Selon l'établissement sanitaire, les patientes sont actuellement sous surveillance, en soins intensifs. Puis sur le front social, en brassard rouge, les agents de l'hôpital de Pikine affiliés au SAS sont marqués en arrêt de travail de 9h à 12h ce matin. Et c'est pour réclamer l'augmentation de la subvention de l'hôpital qui est de 300 millions de francs CFA et le paiement de la dette de la CMU estimée à près d'1 milliard de francs CFA, entre autres points de revendication. Là-dessus, nous écoutons les explications du secrétaire du syndicat autonome de la santé, section Saint-Pic, qui s'appelle Ibrahima Diaw. Il est interrogé par Salif Sow. Pour dénoncer la gestion en péril qui entraîne un avenir incertain de l'hôpital. L'autre point fondamental est la subvention que l'État alloue à l'hôpital de Pikine et qui s'élève à 300 millions. Et sur ce, nous invitons le président Macky Sall à ordonner le ministre de la Santé, le ministre des Finances à revoir la subvention de l'hôpital de Pikine. Le retard des paiements de la CMU a presque mis l'hôpital à genoux car elle nous doit presque plus de 900 millions. Notre pharmacie n'arrive plus à assurer les médicaments d'urgence pour les malades hospitalisés. Le retard des paiements des primes. Nous demandons aussi le recrutement du personnel prestataires qui sont là depuis presque 4 ans. Nous avons besoin de médecins radiologues, d'un orthopédiste, car nous sommes en proximité de l'autoroute à péage. Le retard des paiements, de la motivation nationale, si rien n'est fait, nous allons déclencher notre 3e plan d'action. Nous allons passer à la grève totale. À Médina Yoro, la gendarmerie a interrompu l'assemblée générale des syndicalistes de Andegueusem, une rencontre organisée pour fustiger le comportement du médecin-chef du district sanitaire qu'il accuse d'avoir proféré des menaces à l'endroit de son personnel en grève. Abdoulaye Diallo. En assemblée générale en face du centre de santé de Médina Yoro Fula, les membres du syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale réunis autour du mouvement Andegueusem ont reçu la visite des éléments de la gendarmerie en pleine réunion. À l'instar des autres districts, nous sommes venus organiser une assemblée générale au niveau de Médina Yoro Fula devant la cour du centre de santé. Bon, il s'est trouvé qu'en pleine assemblée générale, la gendarmerie est venue pour nous demander d'arrêter. Wow. La gendarmerie nous a demandé d'arrêter. Bon, nous avons demandé pourquoi. Il a dit que non, vous n'avez pas une autorisation, il faut aller répondre au préfet. Nous sommes partis voir le préfet. Ces paramédicaux s'étaient réunis à Médina Yoro Fula pour fustiger, disent-ils, le comportement du médecin-chef du district sanitaire de Médina Yoro Fula. Il l'accuse d'avoir menacé son personnel en grève. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est l'attitude du médecin-chef. Parce qu'il faudrait rappeler que cette lutte n'est pas une lutte entre le SAMES et le SUTSAS. Encore moins une lutte entre les médecins et les infirmiers et les sages-femmes. Mais aujourd'hui, l'attitude de certains médecins-chefs de district, en l'occurrence celui de Médina Yoro Fula, qui est à déplorer, parce qu'ils n'arrêtent pas d'intimider les camarades, de les menacer, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, ce n'est pas à lui l'employeur. L'employeur, c'est l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé. Donc ce n'est pas à lui d'arrêter ou de résilier les contrats. Ça aussi, c'est un sentiment d'amertume qui nous anime. Interrogé sur ses propos, le mis en cause dit ne pas répondre à ces accusations, qu'il n'a menacé personne et il n'exclut pas de porter plainte contre toute diffamation qui sera proférée à son endroit.
Non loin de là, les cas d'hystérie collective des filles préoccupent au lycée de Médina Wandifa. Parents et professeurs ne savent plus comment contrecarrer ce phénomène qui plombe carrément la tenue normale des cours. Les explications du procureur du lycée Moussa Sarr que je vous propose d'écouter au micro de Bakary Konté. Plusieurs fois, nous avons été obligés de suspendre les cours parce que justement le phénomène sévissait. C'était d'autant plus grave que quand une fille tombe en transe, ses camarades de classe ne la laissent pas seule. Ils viennent l'aider. Et ce faisant, du coup, ils perdent les cours. C'était un problème vraiment très très sérieux. À partir du mois de novembre jusqu'en fin d'année, nous avons vécu cela. Malheureusement, cette année également, la chose reprend de plus belle. Peut-être même que très bientôt vous allez entendre des cris, puisque chaque jour que je fais, le même problème revient. On dit que c'est des dîners qui sont dans les écoles et qui mettent les filles en transe. Généralement, ça attaque les filles dans le premier cycle. Des élèves qui sont en classe de 5e, de 4e, parfois du secondaire en seconde. Ça attaque rarement les grands élèves. Moi, je suis d'autant plus dérangé que ça perturbe le bon fonctionnement de notre institution. Puisqu'en vérité, quand les filles tombent en transe, cela mobilise beaucoup d'énergie. Ce n'est pas un phénomène clinique et de l'hôpital. On est obligé d'appeler les parents qui viennent parfois même avec un marabout dans la cour de l'école pour donner quelque chose pour que la fille se relève. Puis le conseil départemental de Rufisque lance l'association des parents et amis des enfants inadaptés en modèle français du département de l'Aisne, bien accueilli par la Fédération sénégalaise des personnes handicapées. Ousseynou Diam. Malgré l'engagement du Sénégal à assurer l'éducation primaire universelle, cependant les enfants ayant des besoins spéciaux ont encore des possibilités limitées pour ce qui concerne leur prise en charge. Un constat qui a poussé les autorités du conseil départemental de Rufisque de s'inspirer du modèle français du département de l'Aisne pour mettre sur pied l'association départementale des parents et amis des enfants inadaptés. Nous avons effectué plusieurs visites au niveau du département de l'Aisne et de l'ADAPI également, pour nous inspirer et essayer de voir comment eux, ils ont beaucoup plus d'handicapés que nous, mais c'est rare de voir des personnes handicapées en France comme on le voit chez nous. Nous avons posé la question de savoir comment ils font. Et c'est après que nous avons compris qu'en plus de l'action de l'État, il y a des parents et des handicapés qui se sont mobilisés, qui se sont sacrifiés, qui se cotisent, qui donnent de l'argent pour une meilleure prise en charge du handicap. Venu participer à l'Assemblée générale constitutive, le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées estime que l'ADPIR n'est pas une association de trop. Le diagnostic qui a été fait sur la situation des personnes handicapées au Sénégal a révélé 4 problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées. Et l'un de ces problèmes prioritaires, c'est justement les difficultés d'accès à l'éducation et à la formation. Parce que vous le savez, nos établissements scolaires, nos centres de formation n'ont pas été préparés à accueillir des apprenants handicapés. Les enseignants également n'ont pas été préparés à prendre en charge l'apprentissage de jeunes ou d'enfants handicapés. Même le matériel didactique utilisé dans ces centres de formation également n'était pas adapté aux personnes handicapées. C'est donc un gros problème. La nouvelle équipe qui dirige cette association annonce la construction dans les meilleurs délais d'un centre d'accueil pour la prise en charge des enfants vivant avec un handicap. Santhiou Diong, un village situé entre les communes de Taïba Ndiaye et Darou Khoudoss, exprime sa colère. Faute d'électricité, les serpents dictent leur loi dans cette localité. Les infrastructures de base ne sont pas du tout présentes, nous disent nos envoyés spéciaux, non plutôt nos correspondants, Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Santhiou Ndong, un village à cheval entre les communes de Darou Khoudoss et de Taïba Ndiaye. Les habitants de ce gros village, tout de rouge vêtus, ont battu le macadam pour se faire entendre. Manque d'électricité, absence de structures sanitaires dans leur localité, ce sont là autant de difficultés auxquelles ils font face. Les villages de Ndamlo, Santhiou Ndong, Darou Dia, Ndiallo, Goho, Keur Ifra, Keur Lemou et Ndun. Ces villages ont en commun les mêmes problèmes qui sont
le manque d'électricité, le manque de structures sanitaires ou cas de santé. Tous ces villages se situent à moins de 10 km de Mboro et à moins de 500 mètres du village de Goho électrifié. La localité étant dépourvue de structures sanitaires, les évacuations se font à Mboro. À chaque fois, il faut louer une voiture à 2000 francs. La création d'un poste de santé demeure une urgence. En plus, les jeunes de Sinthiou-Ndong disent ne pas comprendre le fait que plusieurs entreprises minières soient implantées dans leur localité et que le chômage continue à monter en flèche à leur niveau. Les jeunes de la localité sont laissés en rade dans le recrutement des entreprises de la localité, comme MDL, Africa Energy, ICS, Tobenpo, Parc éolien de Taïba Ndiaye. Ces jeunes et femmes du village ont exhibé des lampes tempêtes et des bougies pour exprimer leur calvaire. En monde d'économie à présent, une interprofession de la filière banane voit le jour. Elle va permettre aux acteurs de ce secteur d'interagir et de discuter des questions essentielles pour renforcer sa productivité. Le but est de faire face à la concurrence internationale. Fatimata Touré, Amadouba. La filière banane rencontre d'énormes difficultés. L'Union nationale des acteurs de la dite filière au Sénégal juge nécessaire de mettre en place une interprofession. Objectif, faciliter le dialogue entre acteurs. La mission d'une interprofession, c'est d'abord une mission de plaidoyer. Elle facilite le dialogue, cette mise en place entre les acteurs de la filière banane et ses interlocuteurs, notamment l'État et ses démembrements. L'interprofession permettra aussi de faire face à la concurrence. L'ambition, c'est ça, c'est être conforme avec les textes qui nous régissent. C'est la première ambition. La seconde ambition, c'est se positionner sur le plan national, mais également sur le plan sous-régional et régional. Plus de 2 milliards ont été injectés dans le secteur pour renforcer la productivité. Nous pensons qu'avec les moyens financiers et techniques que l'État du Sénégal a mis dans la filière banane, pour ce faire, les besoins ont été identifiés et chiffrés à 2,5 milliards. Et le président de la République, pour son arbitrage, n'a pas diminué un centime. Toutefois, ce producteur déplore les mauvaises conditions de travail. xam nga kuy rookee raccord nar a toog bëccëg bi yëpp nga téye sa raccord ci tool liggéey bi dina manqué ndaxte amul ñeneen ñi bayewuñu banana raccord comme bayewuñu banana raccord il faut ñu dox pour wut ay système yoo xam ne moo adapté. Mamadou Oumar Sall, surnommé roi de la banane, est porté à la tête de cette nouvelle organisation. Il faut juste rappeler que cette interprofession est la première à être mise en place suivant l'esprit et la lettre de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale. Puis plus de 2000 tonnes de riz en souffrance dans les magasins des producteurs de Ross au Sénégal. Ces commerçants ont manifesté leur colère et réclament le soutien de l'État du Sénégal pour écouler ces tonnes de riz en mévente à cause de l'importation. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les travailleurs du GIE JIDA de Ross au Sénégal vivent un véritable calvaire. En effet, depuis des mois, ils éprouvent d'énormes difficultés pour commercialiser les tonnes de riz en souffrance dans leurs magasins. Actuellement, plus de 2000 tonnes de riz qu'ils n'arrivent pas à écouler sont stockées à Ross au Sénégal et dans les autres villages environnants. Ces riziculteurs sonnent l'alerte et appellent le chef de l'État Macky Sall à tenir ses promesses pour la promotion du riz local afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout protéger les agriculteurs du pays. Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, nous avait promis l'autosuffisance alimentaire en riz blanc, horizon 2019. Actuellement, nous sommes moins d'un mois de 2019. On décompte à Ross Sénégal près de milliers de tonnes de stockage de riz blanc non vendus. Du fait de l'importation du riz sur le marché sénégalais, qui est moins cher et plus accessible, l'importation soit arrêtée dans des périodes d'exploitation. Cela veut dire entre les deux périodes, contre-saison et saison. Plusieurs d'entre eux, étant soutiens de famille, sont à deux doigts de la débauche. À cela s'ajoutent les factures d'électricité qui sont très élevées. On a aussi dénoncé la cherté et la surestimation des factures de Sénélec qui nous tuent actuellement. Nous sommes des producteurs qui travaillent sur notre propre fonds. Nous voulons que le président, son Excellence, M. Macky Sall, nous aide
à écouler nos stocks, nous aide à pouvoir lever des fonds. Les producteurs de Ross Sénégal vivent dans le désarroi et les 2000 tonnes de riz local stockées menacent l'autosuffisance en riz. À Dakar, les cadres du port autonome de Dakar demandent au gouvernement de prendre des mesures idoines pour régler les dysfonctionnements qui impactent sur le bon fonctionnement du port. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Sylvie Faye et Youssou Baro. Le port autonome de Dakar est en train de dérouler son nouveau plan stratégique de développement inclusif 2019-2023, adossé au plan Sénégal émergent et dont la vision est de devenir le moteur de l'émergence. Sur ce, l'amicale des cadres du port autonome de Dakar interpelle le chef de l'État sur les dysfonctionnements du port. Cette conférence au point de presse qu'on a tenue, c'est juste pour sensibiliser les autorités par rapport au devenir du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, la réalité est dure, mais c'est la réalité. À savoir, le port est avant-dernier de la sous-région. Classé 5e sur 6, derrière Lomé, derrière Lagos, Tema et Abidjan. Aujourd'hui, la situation est grave, parce que le président de la République a décliné une vision, à travers le plan Sénégal émergent, de faire de Dakar un hub portuaire, logistique et industriel. Aujourd'hui, le nouveau directeur général du port autonome de Dakar est en train de dérouler son nouveau plan stratégique, qui est adossé au plan Sénégal émergent. Le président de la CAPAD, par ailleurs conseiller technique du port, revient sur ce plan qui s'articule autour de 4 axes. Dans un premier temps, nous avons la base logistique pétrolière qui devait être abritée par Dakar, parce que ça nous permettrait d'avoir un point de passage pour l'ensemble des employés qui vont sur les plateformes pétrolières offshore. La deuxième, c'est le port est congestionné. Et sur le plan superficie, le port de Dakar est un petit port par rapport à Abidjan. Et le troisième point, c'est aujourd'hui une catastrophe, c'est le port de Bargny-Sendou. Pour relever ces défis, le port autonome de Dakar doit avoir les coudées franches et l'appui total de la haute autorité, car ces travailleurs du port croient fermement que Dakar pourrait être un hub portuaire, logistique et industriel. Sylvie Faye, l'Ascosen, favorable à une baisse considérable des tarifs de l'Internet au Sénégal. Son président, qui prenait part à la journée de concertation entre les associations consuméristes et l'ARTP, annonce que le tarif de l'interconnexion sera porté à 6 francs en 2019. Je vous propose de l'écouter, Momar Ndao, au micro de Mambiram Diouf. Le président de la République a encore une fois demandé aux opérateurs de baisser le prix du téléphone et de l'Internet. L'autorité de régulation a présenté tous les efforts qui ont été faits sur la baisse des prix, notamment sur la baisse des tarifs d'interconnexion. Parce que les tarifs d'interconnexion étaient à 23,4 francs. Ils ont été baissés à plusieurs reprises, d'abord 15 francs, ensuite 12 francs, ensuite aujourd'hui 9 à 11 francs. Et maintenant, en 2019, l'ARTP a décidé de les porter à 6 francs. Donc ça va être divisé par 4 et on ne peut pas comprendre que les tarifs d'interconnexion soient à ce niveau bas et qu'il n'y ait pas de répercussions pour les consommateurs. Donc nous attendons que pour 2019 qu'il y ait donc des répercussions de ces différentes baisses qui sont opérées au niveau des tarifs de gros, c'est-à-dire les tarifs d'interconnexion, pour que le consommateur puisse en bénéficier. Le président du CNRA, lui, poursuit sa tournée nationale de sensibilisation et de capacitation des journalistes. Il était à Kaolack où il a invité les professionnels de l'information à faire preuve de plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Babacar Diagne, que je vous propose d'écouter au micro d'Ali Atala. Kaolack est une ville importante, c'est la première région agricole du Sénégal. C'est une ville de valeur. Et j'ai beaucoup aimé les échanges avec les journalistes, tous venus de la région et des régions d'ailleurs, de Fatick, de Diourbel et de partout, des échanges très passionnés et très passionnants. C'est pourquoi nous avons mis d'ailleurs en place ce conseil, qui est une véritable Dream Team, qui, je pense, est le meilleur conseil qu'on n'ait jamais eu dans ce pays. C'est un conseil où les gens sont extrêmement bien formés en audiovisuel et connaissent la société sénégalaise. La mission particulière, c'est l'élection présidentielle qui vient
n'est-ce pas, l'année prochaine, au début de l'année, le 24 février 2019. Et vous avez entendu tout ce que nos présentateurs ont dit par rapport à ce que le journaliste doit faire, par rapport surtout à ce qu'il ne doit pas faire, par rapport à la vigilance qui doit être de rigueur pendant cette période. Comme vous savez, aujourd'hui, il est très facile de manipuler un journaliste. Il est très facile, les gens le font directement. C'est très dangereux et les présentateurs, différents présentateurs ont rappelé également l'importance des sources. La source, c'est le PV. Ce n'est même pas les membres du bureau, parce que parfois ils sont partisans. C'est le PV affiché du bureau de vote, n'est-ce pas? Après il y a le Sénat, etc. Mais nous devons être extrêmement vigilants. Et puis les secteurs des services comme celui de l'électronique font partie des secteurs des plus dynamiques de l'économie, d'où le lancement d'une étude dénommée Projet d'intégration du commerce. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Martar Lo, le secrétaire général du ministère du Commerce. Il revient sur son importance au micro de Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Un peu le lancement officiel de 2 études que nous allons mener d'ici le mois de mai, portant sur en tout cas des stratégies à mettre en place dans le domaine des commerces des services, mais également dans le domaine du commerce électronique. Le commerce des services, c'est un secteur qui contribue à plus de 60% dans la formation du PIB. C'est un secteur qui mobilise plus de 40% de l'emploi et en termes de valeur ajoutée représente 70%. Malgré ce constat aussi, nous avons remarqué que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur ces 2 secteurs, notamment sur leur poids, le poids réel des sous-secteurs de services, mais également un peu en tout cas au niveau des régions. Nous n'avons pas véritablement une cartographie très claire par rapport à la présence des 2 secteurs dans les régions. En mode culture à présent, le massacre de Thiaroye 44 continue de soulever des vagues. Les petits-fils des tirailleurs mutinés réclament réparation grâce aux recherches faites par l'historienne Armelle Mabron. La vérité pourrait enfin éclater au grand jour à Aïssatou Paye. 20 ans de recherche, durant lesquels Armelle Mabron a sans relâche voulu rétablir les faits sur le massacre de Thiaroye. Preuve à l'appui. J'ai découvert des circulaires très importantes. Je peux dire que c'est un mensonge d'État. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait croire à une rébellion armée pour couvrir un massacre prémédité, un crime de masse, en diminuant le nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes qui n'ont jamais été enterrées donc, dans les tombes du cimetière militaire de Thiaroye. Et située non loin de l'autoroute à péage de Thiaroye, voici la fosse commune où 70 tirailleurs ont été enterrés. Pour l'historienne, l'heure est à la vérité. C'est important maintenant pour faire toute la lumière, sachant que le terrain est sénégalais. Donc moi, c'est vrai qu'en tant qu'historienne, j'ai besoin de connaître le nombre de victimes exact pour m'approcher de la vérité. Donc il faut maintenant exhumer les corps. Une exhumation des corps afin de redéfinir le nombre de victimes de cette mutinerie, comme elle tient à préciser. Ça permettra de faire aboutir le procès en révision pour les 34 hommes qui ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Pour la postérité, une bande dessinée mélangée à la fiction a été édité. C'est un peu l'histoire de mon combat, de ma rencontre avec Biram Sangor. Donc Biram Sangor et moi, nous devenons un peu des héros de cette bande dessinée. Et c'est aussi pour vulgariser le plus possible l'histoire de ce massacre de Thiaroye. Mort par la France, mort pour la France, la vraie histoire racontée par Armelle Mabron et compagnie. Au mot de football, avant de boucler cette édition, avant-dernier au classement de la Ligue 1 sénégalaise, après 6 journées, Nyari Tali a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Pape Thiaw, l'ancien international qui va débuter dans ce métier ce vendredi lors de la rencontre face au Ndiambour de Louga. Une première qu'il veut victorieuse pour commencer le redressement de son club qui vise le maintien. Cher Sali Boudiara. Ancien international sénégalais, Pape Bouna Thiaw embrasse le métier d'entraîneur. Une première expérience dans son club de cœur et de quartier, Nyari Tali, qui ne l'ébranle pas par rapport à son cursus. J'ai décroché mon diplôme UFA
Et bon, j'ai appris pour coacher. Même si je n'avais pas mes diplômes, je pense que j'ai un vécu dans le football et je connais quand même un peu le football. Et aussi, je demande à tous toute personne qui peut venir donner un coup de main ou bien voilà, des conseils et tout ça. Parce que voilà, on apprend tous les jours. Voilà, je ne reste pas sur mes idées, que sur mes idées, mais je crois à mes idées. Je sais qu'avec le temps, je peux faire quelque chose. Niary Tally a la réputation d'un club difficile et dévoreur d'entraîneurs. Toutefois, Pape Thiaw dit savoir à quoi s'en tenir. C'est sûr, il y a la pression parce que c'est un club de quartier. On sait que c'est un quartier populaire. Voilà. Et après, il faut les écouter. Eux, ils veulent les gens qui mouillent le maillot. Même quand ils mettent la pression sur les joueurs, je dis, on fait tous des erreurs. Mais Niary Tally, quand les gens voient que vous mettez le cœur, je pense qu'ils n'ont pas ce problème. Au chevet d'un club en difficulté en ce début de saison de Ligue 1, Pape Thiaw qui vise le maintien espère lui offrir sa première victoire pour son baptême du feu sur un banc ce vendredi. L'objectif, ça a été clair, c'est le maintien. Donc ça ne va pas se jouer demain. Donc c'est un championnat, c'est long. Donc demain, on va venir pour bien représenter déjà. Et après, on verra ce qui suit. Donc là, on ne va pas mettre la pression à dire on doit gagner coûte que coûte, tout ça. Un championnat, c'est long, ce n'est pas des matchs de coupe. On doit gagner impérativement. Donc voilà, je pense que j'ai assez de vécu pour pouvoir gérer certaines choses. C'est au stade de Mbao que va débuter la carrière d'entraîneur de Pape Thiaw. À l'affiche, Niary Tally Ndiambour de Louga pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.